Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Alors vous avez entendu les chiffres, c'est notre dernier prix si j'ose dire. Ministère de l'Intérieur, 198 000 personnes dans les rues de France. CGT, plus de 500 000. Voilà, on va garder ces chiffres-là et puis on va parler évidemment du reste ce soir avec vous au 39-21. Dites-moi évidemment si vous avez défilé, si vous refusez de défiler, si vous êtes gréviste ou pas, si vous êtes usager en colère ou au contraire compréhensif. Encore une fois, 39-21, on va en parler ce soir avec l'économiste Thomas Porcher. Bonsoir. Bonsoir. Auteur du Traité d'économie hérétique, publié chez Fayard. Et Guillaume Tabar, l'éditorialiste politique du Figaro. Bonsoir, Bonsoir. Guillaume. Petit aperçu au cœur de la manifestation à Lyon, pour se donner un goût de manifestation. C'est Jean-Luc Boujon qui tendait le micro cet après-midi à une infirmière et à un cheminot. Des économies, encore des économies, toujours des économies au détriment des patients et des soignants. On apporte dans le secteur public le management du secteur privé et ça ne convient pas du tout. Ils vous disent vraiment que de la merde. Le statut cheminot, il est là pour faire un travail correct et il est là aussi pour les usagers. C'est vraiment un gage de sécurité. Quand on voit la privatisation en Angleterre, le taux d'accident, il a peut-être augmenté de 120-130%. C'est énorme. Emmanuel Macron renonçait à cette réforme pour les usagers et pour les cheminots. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron peut renoncer? C'est une question évidemment qu'on se posera ensemble. Mais d'abord, à qui le point ce soir, messieurs? Qui veut commencer? Thomas Porcher. Moi, je pense que c'est très difficile sur un jour de manifestation de savoir qui remporte la mise. Enfin, même si on avait une très très grosse manifestation, je pense qu'Emmanuel Macron, s'il y a un jour de très grosse manifestation, il ne changera pas de cap. Il faut que la manifestation s'étende dans le temps, un petit peu comme en 95, pour que là, on voit qu'est-ce qui va gagner. En 95, l'opinion publique était d'abord opposée à la manifestation des cheminots, puis après, elle a rejoint les cheminots. Et puis finalement, à la fin, vous avez même le patronat qui demande au gouvernement de lâcher parce que l'économie est trop bloquée. Donc vraiment, c'est plutôt une bataille qui se joue dans le temps, sur la longueur, que sur un jour. Donc on verra si la manifestation tiendra. À l'automne, ça n'a pas tenu. En 95, ça a tenu et le gouvernement. À l'automne, il y avait deux fois moins de manifestants à Paris, par exemple, qu'il n'y en a eu aujourd'hui. Sur le premier contre jour, la loi travail. Sur le premier jour, il y en avait eu autant qu'à la loi El Khomri. Donc tout annonçait que ça allait durer très longtemps et puis finalement, ça s'est dispersé. Donc le gouvernement est passé très très facilement. Et là, c'est sur vraiment la longueur que l'on verra à qui est-ce qui va récupérer ce point. Et là, on verra vraiment. Mais aujourd'hui, sur un jour, c'est très difficile à dire. Guillaume Tabar. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, on est un peu dans la figure imposée d'un mouvement social, d'un mouvement de contestation d'une loi, en l'occurrence la loi sur la SNCF et des projets aussi sur la... Il y avait 1 million de personnes dans la rue aujourd'hui, 500 000 selon la préfecture de police, comme on dit généralement. On aurait dit, c'est une grosse manifestation. Oui, mais je pense que les deux partis avaient besoin de cette mobilisation forte. Les syndicats, bien sûr, pour montrer qu'ils pèsent encore, qu'ils sont capables de mener des foules dans la rue. Bon, il faut quand même la conjonction de deux textes, enfin en tout cas du texte sur la SNCF et aussi de projets plus globaux sur les fonctionnaires pour mettre tout ce monde-là dans la rue. C'est quand même pas la loi sur la SNCF, enfin les ordonnances à venir sur la SNCF qui mobilisent autant de monde. Donc il faut quand même la conjonction des deux. Mais avec un chiffre qui est réel. On ne peut pas nier qu'il y avait du monde dans la rue. Mais le paradoxe ou la 17 000 logique... cheminots, c'est pas si mal à Paris? Oui, c'est pas. Oui, mais honnêtement, je pense que les chiffres en valeur absolue n'ont pas vraiment de portée. Okay. Mais je pense qu'en tout cas, les deux partis avaient besoin d'un chiffre fort. Les syndicats, pour les raisons évidentes que l'on dit, mais le gouvernement aussi, parce que la bataille qu'il joue, c'est une bataille de l'opinion. On l'a dit, vous venez de le dire vous-même, le gouvernement veut montrer sa détermination. Or, pour montrer qu'on est déterminé, il faut qu'il y ait du monde dans la rue. S'il n'y a personne, on est déterminé face à rien. C'est extraordinaire. Donc vous dites, s'il y a du monde dans la rue, finalement, ça sert Emmanuel Macron. Ben oui, enfin en tout cas, ça le sert dans parce qu'il y a un match. Voilà, ça le sert en tout cas en ce début de mouvement social, parce que voilà, il faut afficher l'autorité. Souvenez-vous, sur la dernière réforme des retraites, Nicolas Sarkozy avait presque grossi lui-même les chiffres des manifestants pour dire la preuve que je fais une vraie réforme, c'est qu'elle met du monde dans la rue. Après, vous avez tout à fait raison et je partage tout à fait votre constat. Ça n'est pas le premier jour qui compte, ce sont les jours qui vont suivre. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'inquiétude du côté du gouvernement ou pas du tout ? Du côté du pouvoir, on a l'air de dire tout va bien se passer. Au pouvoir, les politiques disent toujours ça. Enfin, un homme politique qui dirait oulala, on a très peur de la manifestation, il mettrait de l'huile sur le feu. Donc ils disent toujours ça. Vraiment, moi je pense c'est la capacité. Vous dites que c'est une posture. Mais bien sûr, mais j'ai jamais vu moi. Enfin, je suis peut-être jeune, mais jamais vu dans l'histoire politique un ministre qui avant une manifestation dit on a très peur. Il faut pas que les gens. Guillaume Tabar. Oui, et moi qui suis plus vieux, je peux vous le dire aussi. Alors, en même temps, tout gouvernement se doit d'être prudent parce qu'on ne sait jamais comment évolue un mouvement social. Là, on a vu quand même un peu de casseurs dans la rue.
Enfin, le porte-parole de l'Élysée a dit ce matin, a glissé ce matin un journal, je crois que c'est Libération, qu'il n'y aurait pas de printemps social. Donc c'est un peu avancé quand même. Oui, alors bon, Bruno Roger Petit. Il ferait mieux d'être prudent parce que voilà, c'est toujours plus facile après coup de dire on l'avait bien dit, il n'y a rien eu de dramatique, que de fanfaronner au début et d'être emporté par une parce que ce qui peut se passer, c'est soit le mouvement gonfle, je n'y crois pas trop et le gouvernement n'y croit pas. Il peut se durcir, se radicaliser, basculer un peu dans de la casse. Il y en a eu un peu aujourd'hui. Pas trop, mais enfin on ne sait jamais quand même comment ça peut dégénérer, comment ces images-là peuvent frapper l'opinion. Donc il faut quand même toujours être prudent. Et puis après, on n'est jamais à l'abri d'une maladresse de communication qui vient durcir un mouvement, d'un autre mouvement qui n'a rien à voir, mais qui va se coaguler à un premier mouvement. Donc il faut rester toujours très prudent jusqu'au bout. Qu'est-ce qui peut faire que la mayonnaise sociale prenne finalement, Thomas Porcher ? C'est ce qu'a dit tout un tas d'éléments. Qu'est-ce qu'il y a comme élément aujourd'hui sur la table qui pourrait faire une mayonnaise ? Là, il y a quand même. On n'est pas en septembre, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Là, il y a pratiquement une année qui s'est écoulée. Vous avez de plus en plus de mécontents, les retraités, les fonctionnaires, les salariés du privé, une partie salariée du privé avec la loi travail, les cheminots. Donc vous avez quand même une convergence de mécontentement. Et puis après, il suffit que le gouvernement fanfaronne un petit peu trop, ce qu'il fait un petit peu là, en disant oui, on le fera quoi qu'il arrive parce qu'on est obligé de réformer, on a été élu pour ça. Et puis vous ne savez pas pourquoi, à un moment, le mouvement se durcit. Et surtout, alors moi je pense que les casseurs, souvent se jouent contre le mouvement parce que l'opinion publique, quand il y a de la casse, ils se rangent rarement du côté du mouvement. Mais s'il y a des très forts blocages, le blocage vraiment de l'économie, là vous avez une des parties prenantes et notamment le patronat qui demande au gouvernement donc c'est bien de sur la lâcher grève prise. De la SNCF que ça va se passer. En 95, Alain Juppé a lâché prise parce qu'il s'est dit à un moment, voilà, l'économie était tellement bloquée que tout le monde lui disait il faut lâcher un petit peu. C'était pas et donc là, si l'économie fonctionne bien, je pense que le gouvernement n'a aucune, qu'il y ait 1 500 000 dans la rue, c'est très bien, ils sont mécontents, il passera les réformes. C'est ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui s'est passé en Espagne. J'explique bien dans mon livre d'ailleurs, il y avait 1 million de personnes dans les rues, ils sont quand même passés de force. Ils ont joué l'autoritarisme. Pour que ça s'arrête, il faudrait vraiment que le blocage touche le cœur de l'économie. Marquons une pause là-dessus, Guillaume Tabar. Je vous redonne la parole évidemment juste après. Vous l'avez également au 39-21 la parole. Venez me dire comment vous vivez tout ça, cette manifestation d'aujourd'hui, mais aussi les grèves à venir à partir du 3 avril du côté des transports en commun. A tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Quelle leçon tirer du premier test social de l'ère Macron ? Si l'achat c'est fini, disait un de nos invités. On va découvrir lequel dans un instant. Thomas Porcher est avec nous. Bonsoir. Et Guillaume Tabar est toujours avec nous du Figaro, l'économiste Thomas Porcher. Je voudrais vous faire entendre ce que disaient ce matin les usagers sur les quais, parce que ça donne évidemment une tonalité. Et que cette tonalité peut changer, c'est là-dessus où se jouent parfois les mouvements sociaux. De toute façon, l'usager est toujours quelque part la victime. Si j'avais pas de train, comment je fais ? Je peux pas prévenir le patron. Le patron, il comprendra bien peut-être une fois, mais après, c'est sûr qu'on a le droit de grève, mais il y a des limites. Je pense que c'est à la longue que ça va devenir un peu plus embêtant. Je me battrai pas pour les cheminots. Je suis moi-même fonctionnaire. Tout le monde doit faire des efforts. Et le statut de cheminot, non. Je ne serai pas solidaire là-dessus. Guillaume Tabar, est-ce que ça peut se retourner et à quelles conditions ? En tout cas, je trouve très intéressant ce témoignage qu'on vient d'entendre, parce que vous avez d'un côté, c'est le discours par exemple d'Olivier Besancenot qui essaye de fédérer une partie de la gauche dans ce mouvement, qui met un argument en avant, il dit nous sommes tous le cheminot de quelqu'un. Donc, il joue une forme de continuité et de solidarité entre les salariés en disant voilà, on s'en prend cheminot, mais après c'est les fonctionnaires, et après le fonctionnaire, c'est Uber, et après Uber, c'est tous les salariés du privé, etc. Or, on voit bien que pour l'instant, en tout cas, ce que vient de dire cette dame est intéressant, c'est que l'opinion refuse cet amalgame. Et pour l'instant, elle est dans la logique. Attendez, les cheminots, ils ont un statut favorisé. Nous, on n'est pas solidaires d'eux. Bon. Je pense qu'en tout cas, de manière un peu structurelle, cette idée de grève par procuration qu'on avait connue en 95, on parlait du mouvement 95, les Français avaient fait grève par procuration, c'est-à-dire à travers les cheminots qui défendaient aussi un statut. En défendant les cheminots, ils défendaient leurs droits qui pouvaient être attaqués demain. Voilà. C'est ça. Je crois que cette logique-là, aujourd'hui, elle est dépassée. Bien sûr, tout peut bouger. Il faut être prudent sur 1 mois, 2 mois, etc. Mais structurellement, je pense que cette idée de continuité des luttes, elle ne fonctionne plus. Et ça, c'est quand même une grande force pour Emmanuel Macron. Bonsoir à vous, Denis. Vous nous appelez des Deux-Sèvres, de Thouars précisément. Bonsoir à vous, Laurent, et à vos invités. Confirmation d'un ras-le-bol général, disiez-vous tout à l'heure au 39-21, c'est-à-dire cette nouvelle journée d'action des fonctionnaires avec le renfort syndical des cheminots et la confirmation d'un ras-le-bol général, mais aussi bien, je pense, des protagonistes de ces défilés que des usagers du service public et également des citoyens.
Je crois qu'il y a dans ce pays une grande fatigue générale de ces méthodes, des conséquences désastreuses pour le pays, pour tous, à travers nos emplois, à travers nos transports. C'est quoi les méthodes, Denis, dont vous parlez? C'est les méthodes du gouvernement, pour le coup, ou la façon de gouverner? Les méthodes qui sont utilisées par les syndicats depuis 40 ans, c'est-à-dire les grèves, les blocages du pays. Et je crois que les Français sont prêts à aller outre tout ça, c'est-à-dire aller vers un nouveau contrat social, un projet sociétal pour l'avenir, parce que la question, elle se pose, vu la dégradation des services publics, c'est quelle forme de service public exécuté par qui, sous quel statut, avec quels moyens et sous quelle forme de contrôle. La question, elle doit être mise sur la table aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur, il faut qu'on dépasse tous ces mouvements, ces formes d'opinion. Et donc on réforme, Denis, si je vous lis bien. Et donc on réforme. Mais la vraie réforme, c'est-à-dire que les corps constitués, les élus, les élites de notre pays se mettent face à nous et nous proposent un contrat social, qu'on avance. Thomas Porcher va vous répondre parce qu'il a envie de vous répondre. Restez avec nous, Denis. Oui, enfin, moi, vous savez, sur cette idée, en fait, moi, je pense que ça profite au gouvernement justement que cette réforme passe vite, parce qu'il y a pas, il parle souvent de pédagogie, le gouvernement, il ne veut pas en faire de la pédagogie, parce que si on commence à expliquer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été faites en France. Il y a eu beaucoup de réformes sur la SNCF et même sur le statut des cheminots. Il y a eu des réformes sur les retraites, et que en réalité le problème de la SNCF, il ne peut pas se résumer au statut des cheminots. La dette de la SNCF, c'est un vrai problème. L'Allemagne a couvert une partie de la dette de la Deutsche Bahn. La France a refusé de le faire. Et aujourd'hui, on essaie de porter le problème structurel de la SNCF sur les cheminots. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, plus le mouvement s'étendra, plus je pense qu'on pourra discuter et qu'à la fin, je l'espère, à l'inverse de cet auditeur, les Français comprendront quel est le vrai problème de la SNCF. Parce que, vous savez, même quand on parle des réformes, vous entendez les politiques jour après jour qui vous disent que ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait de réforme. Pour être honnête, c'est pas qu'il comprend pas, c'est qu'il dit qu'il faut dépasser tout ça, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais on a l'impression qu'il a l'impression, oui. Vous voyez, là, j'ai deux impressions, qu'il pense qu'il n'y a pas eu de réforme dans ce pays. Mais c'est pareil sur le marché du travail, sur les ordonnances, il fallait aller vite, il fallait dire qu'on n'avait pas réformé le pays depuis 30 ans, c'est ce que disait Benjamin Griveaux. Or, quand vous regardez la commission, elle note les réformes sur le marché du travail. Elle en a noté 165 entre 2000 et 2013 en France, 17 sur la seule protection de l'emploi. Donc il y a eu des réformes qui ont été faites. Est-ce qu'on a tiré un bilan de ces réformes? Non, c'est ça la vraie question. Il y a eu des réformes qui ont été faites à la SNCF, j'en parle aussi dans mon bouquin. Est-ce qu'on a tiré les conclusions de ces réformes? Non, et même, il y a des pays européens qui ont libéralisé très fortement le marché du rail. Quelles ont été les conséquences? Est-ce qu'on en tire le bilan? Non. Guillaume Tabar. Oui, mais peut-être que ce sont ces micro-réformes successives, que ce soit la SNCF, dans le droit du travail ou autre, qui permettent aujourd'hui des réformes un peu plus fortes, qui elles-mêmes restent partielles. Je pense que beaucoup de personnes pensent qu'il ne suffit pas d'avoir touché en partie au droit du travail pour que le marché du travail soit aujourd'hui au top et qu'il produise tous les fruits que l'on peut espérer en termes d'emploi. De même, il ne suffira pas, et vous avez raison de le dire, de toucher au statut des cheminots pour que la SNCF redevienne compétitive, ne soit plus endettée, etc. Bon, ce sont quelques verrous préalables qu'il faut faire sauter, en tout cas de mon point de vue, et que le gouvernement fait sauter. Mais c'est vrai que s'il s'en tient à ça, et on voit déjà que ce sont des réformes difficiles, mais s'il s'en tient à ça, il y aura peut-être le risque plus tard qu'on se rend compte que ces réformes sont insuffisantes. À partir du moment où ils voient une promesse de transformation du pays, quelque part, il faut qu'il aille au bout des réformes qu'il annonce. Vous êtes d'accord avec moi que toutes ces réformes qui ont été faites, micro ou pas micro, selon vous, elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire vers plus de libéralisation, plus d'ouverture. La SNCF aujourd'hui, c'est deux entités. D'un mot, s'il vous plaît. La SNCF, c'est deux entités. La SNCF aujourd'hui, elle a arrêté ses lignes qui n'étaient pas rentables. La SNCF, elle fait plus des billets en fonction du kilométrage. Elle fait aujourd'hui des billets en fonction voilà. Non, mais en fonction de comme elle se comporte comme une entreprise privée qui a un actionnariat public. Et même, elle essaie d'avoir des marchés à l'étranger. Donc, ce n'est plus un service public comme ça l'était dans les années 70. C'est une entreprise publique qui se comporte comme une entreprise privée. Merci à tous les deux de cette discussion. C'est la première, c'est pas la dernière, j'en suis sûr. Thomas Porcher, je rappelle le titre de votre livre que vous avez cité à de nombreuses reprises, Traité d'économie hérétique, c'est publié chez Fayard. Merci à Guillaume Tabar, dont on lira l'édito demain dans Le Figaro, mais on en a eu un petit avant-goût ce soir. Voilà.